Bonjour, le cours d'aujourd'hui, c'est la méthodologie de recherche. Nous allons parler de quelques notions qui concernent la documentation, comme le fait de se documenter, qu'est-ce qu'un document et qu'est-ce qu'une recherche documentaire. Alors se documenter, c'est quoi? C'est savoir où et comment trouver l'information, savoir poser les bonnes questions, savoir de quelle information on a besoin. Savoir lire l'information, la comprendre, la critiquer, l'évaluer si elle répond à ses besoins et savoir la gérer. Alors qu'est-ce qu'un document? La notion de document, c'est un objet porteur d'informations. Le document peut être un livre, un article périodique, un document sonore ou audiovisuel. Le document se trouve sous différents supports. Par exemple, un support, c'est la nature matérielle du document, papier ou numérique. Par exemple, une encyclopédie Universalis et un dictionnaire Larousse en version papier ou en version numérique. Alors, qu'est-ce qu'une recherche documentaire? La recherche documentaire est une démarche scientifique qui consiste à identifier, collecter et traiter des informations sur un sujet donné, en s'appuyant sur des sources fiables. Alors à quoi sert une recherche documentaire? C'est un excellent moyen d'approfondir ses connaissances. Elle répond à un besoin scientifique et académique. La réalisation d'un exposé, d'un mémoire de fin d'études, d'une thèse de doctorat, une étude ou encore simplement par curiosité. Alors les phases de la recherche documentaire sont la préparation de la recherche, s'ensuit l'exécution de la recherche et enfin l'évaluation des résultats. Alors les étapes de la recherche documentaire, donc premièrement, sélectionner la problématique et les mots-clés du thème. La recherche d'informations se prépare en 5 étapes. Donc 1. Cerner le sujet. 2. Sélectionner les sources d'informations. 3. Chercher et localiser les documents et extraire l'information. 4. Évaluer les qualités et la pertinence des sources. 5. Traiter l'information et finalement produire le travail final. Alors un mot-clé c'est quoi? C'est un mot descripteur ou une expression qui est choisie pour représenter un concept. Comment réaliser une recherche documentaire? Alors la surabondance informationnelle et la diversité des supports rend cet exercice complexe et nécessite une attitude rigoureuse et organisée. Alors la recherche documentaire consiste à rechercher des références de documents qui correspondent à une question documentaire ou bien un sujet à traiter, mais elle ne s'arrête pas au moment où l'on a trouvé ces références. Elle continue avec la sélection de documents pertinents et l'accès à ces documents. Alors réfléchir à l'avance à une stratégie de recherche permet de s'adapter plus facilement aux différents outils de recherche, par exemple catalogue de bibliothèques, Internet, base de données documentaires, et de pouvoir passer de l'un à l'autre. Pour être exhaustive, la recherche documentaire doit impérativement être effectuée dans plusieurs outils. Alors la méthodologie présentée dans ce cours est la suivante. Alors pour chercher, il faut trouver. Donc il existe 7 étapes. Donc la première étape, c'est le fait de travailler le cerveau et poser sa question.
Donc, par exemple, quoi et pourquoi, question d'étude. Deuxièmement, réduire le champ des possibles en précisant son besoin. Par exemple, établir les mots-clés ainsi que le vocabulaire scientifique à utiliser. Troisièmement, opter pour un outil approprié de recherche. Par exemple, les sources d'information en bibliothèque ou en base de données ou sur Internet. Ensuite, utiliser l'outil choisi pour chercher, c'est-à-dire je commence à lancer la recherche. Ensuite, visualiser ces résultats, c'est-à-dire voir, choisir et évaluer la pertinence et la fiabilité des sources. Ensuite, exploiter ces informations, c'est-à-dire résumer, retravailler, rédiger. Et à la fin, réunir les références de ces sources, citer, paraphraser et réunir sa bibliographie. Alors premièrement, travailler le cerveau, la question d'étude. Alors il faut tout d'abord rédiger la question d'étude qui sera assez précise et qui sera utilisée par la suite pour sonder les différents outils de recherche grâce aux différents concepts identifiés dans la question. Alors la question d'étude doit être une phrase courte, si possible interrogative, et qui contient tous les concepts. Attention, le contexte doit être clair. Par exemple, alors voici quelques exemples de questions d'études selon les thèmes qu'on a choisis. Alors ensuite, réduire les possibles, c'est-à-dire cerner le sujet. Donc pour faire une recherche sur un sujet, il faut connaître un minimum d'informations sur ce sujet, le vocabulaire et les mots-clés sur la base de la question, mais aussi de dictionnaires ou d'encyclopédies, etc. Il faut préciser la demande en trouvant les synonymes et les mots proches, les variantes orthographiques et grammaticales, par exemple les pluriels, les mots plus précis ou au contraire des thèmes un peu plus larges qui tournent autour de la question, les traductions. Il s'agit en fait d'établir un champ sémantique, c'est-à-dire un ensemble de mots se rapportant à la même idée, et de faire une recherche de mots-clés. Donc un mot-clé, on a dit, c'est un mot représentatif du thème recherché. Alors attention, dans nos études, il faut utiliser parfois une autre langue, par exemple l'anglais, qui est impératif pour chercher dans les différentes bases de données. Alors c'est quoi le vocabulaire libre et le vocabulaire contrôlé? Donc le vocabulaire libre est le vocabulaire choisi par le chercheur sans validation par rapport à une liste contrôlée et validée dans le domaine de recherche. Alors le vocabulaire contrôlé, quant à lui, est constitué des termes, références dans le domaine. Alors se trouver par exemple dans un thésaurus et qui peuvent différer en fonction de l'outil choisi. Il faut donc utiliser des mots propres à cet outil et savoir comment les identifier. Alors c'est quoi un thésaurus? Un thésaurus est un ensemble de termes représentant les concepts d'un domaine particulier, par exemple des pathologies, des maladies, traitements, présentés sous forme d'arborescence hiérarchisée qui va de la notion la plus générale à la notion la plus particulière. Alors les termes, ce qu'on appelle les descripteurs d'un thésaurus, servent à indexer les documents, c'est-à-dire leur attribuer des mots-clés pour la recherche documentaire.
Alors maintenant, je vous donne une partie de l'arborescence du terme vitamine de la base de données UNESCO Thesaurus. Alors voici l'arborescence obtenue après avoir lancé la recherche du mot vitamine sur le thésaurus de l'UNESCO. Les résultats obtenus se trouvent dans la partie gauche de l'image. Maintenant, nous allons voir la méthode de 3 colons POC. Alors, il s'agit d'une méthode mnémique, c'est-à-dire liée à la mémoire. C'est une méthode empirique de questionnement qui permet d'affiner au maximum l'objet d'une recherche. Elle tente de répondre aux questions quoi, qui, quand, pourquoi, où et comment. Alors je vous donne le schéma initial de la méthode 3 colons POC. Alors voici des exemples d'application de la méthode de 3 colons POC. Donc nous avons fait réaliser les questions posées avec un exemple qui est un thème choisi, les biocosmétiques. Alors quoi? Donc quel est le sujet de ma recherche? De quoi s'agit-il? Alors dans l'exemple on dit qu'est-ce qu'un biocosmétique? Quelles sont ses caractéristiques? Qui? La question c'est qui est le créateur ou l'inventeur? Qui sont les personnes ou marques ou entreprises impliquées? Dans l'exemple, on dit qui produit les biocosmétiques et qui les utilise. Quand? Donc on dit de quelle période temporelle parle-t-on? Quelles sont les dates clés? La découverte, la publication ou le lancement. Donc dans la question, on dit depuis quand les biocosmétiques existent-ils, par exemple. Pourquoi? Donc dans la question, on dit quelles sont les raisons de l'existence de ce sujet, à quoi sert-il, pourquoi une telle création. Donc dans le questionnement avec exemple, on dit quel intérêt à produire ou à utiliser les biocosmétiques, quelles sont les motivations des fabricants de biocosmétiques, quel avenir pour les biocosmétiques. Où, donc les questions sont quelle est la délimitation géographique de la recherche, quel lieu, quelle région est concernée. Donc dans le questionnement, on dit dans quel pays les biocosmétiques sont fabriqués ou vendus. Comment? Comment a-t-elle été découverte? Quel est le fonctionnement? Quel point de vue ou approche faut-il prendre en considération? Alors les exemples de questionnement avec le thème. Quels sont les moyens utilisés pour les fabrications des biocosmétiques? Les concepteurs des biocosmétiques sont-ils avancés dans ce domaine ou non? Maintenant, nous allons voir la suite dans notre prochain cours. Merci à vous. Voici le deuxième exemple qui concerne la méthode 3 colons POC, la pollution des eaux. C'est Pradoran. Alors voici le schéma. Donc au centre, nous avons la question, ou plutôt le thème principal, pollution des eaux. Donc première question, c'est quoi? Donc quoi? C'est quoi la pollution? Qu'est-ce que c'est que la pollution des eaux? À quoi remarque-t-on sa présence? Deuxième questionnement, c'est qui? Y a-t-il des responsables? Qui lutte contre la pollution de cette zone? Troisième questionnement, c'est quand?
Est-ce que quotidiennement? Est-ce que lors d'un accident? Ou bien de plus en plus souvent? Et pour demain, qu'est-ce qu'il y en aura pour demain? Quatrième question, c'est pourquoi. Donc pourquoi la cépradoron a-t-elle été polluée? Pourquoi c'est un facteur de transmission des allergies ou de maladies par exemple? Cinquième questionnement, c'est le où dans l'eau de la cépra, près des usines. Quand je dis des usines, c'est-à-dire tout ce qui est industriel ou chimique ou pétrochimique. Et le comment, comment éviter la pollution, par quelles mesures? Alors les contraintes de la recherche donc, sont nombreuses. Donc, pour faire une recherche sur un sujet, il faut aussi savoir ce qu'on va faire des informations et des documents qu'on a trouvés. Donc on ne fait pas la même recherche pour une thèse ou pour une petite présentation orale. Le temps qui sera consacré au travail est aussi important. Donc est-ce qu'on aura besoin de photos, de graphiques ou d'un autre type de document? On ne sait pas. Donc tout cela représente les contraintes dans lesquelles va s'inscrire le travail de recherche documentaire. Alors l'erreur à ne pas faire serait de vouloir trouver tout de suite des manipulations à réaliser. Ceci ne présente absolument aucun intérêt. Alors maintenant je vais vous donner des conseils pratiques. Donc pour un étudiant universitaire, il faut éveiller en lui la curiosité scientifique à partir de plusieurs situations. Par exemple, à partir d'observations de photos, de films scientifiques, d'articles scientifiques, de revues scientifiques, etc. Il faut que l'étudiant soit intéressé par des visites guidées sur divers thèmes ou divers sujets. Il faut qu'il y ait des échanges avec des étudiants lors des journées portes ouvertes ou avec des étudiants lors des journées de présentation de filières scientifiques, par exemple en biologie. Il faut que les sujets abordés en cours ou en activité technologique soient diversifiés avec des débats, en se questionnant et en s'informant, par exemple qui, quoi, pourquoi, où, quand, comment. Donc il faut qu'il y ait un esprit critique. Il faut lister des mots-clés qui permettront de faire la recherche documentaire. Alors cette liste de mots-clés sera complétée tout au long des recherches et deviendra un outil de recherche personnel, par exemple avec un lexique spécifique et un carnet de bord. Mais aussi en s'intéressant à l'actualité scientifique, avec des revues comme Science et Vie, Science et Avenir, site internet, comme le site Futura Science. Alors comment passer du thème à la problématique? Donc à partir du questionnement précédent, il faut choisir un sujet d'étude. Donc pour cela, il faut approfondir le travail sur les mots-clés, les synonymes, les termes associés ou spécifiques. Alors sur ce sujet, il faut faire très attention. Donc le sujet n'est pas une question, c'est un groupe de mots qui correspond à une orientation du thème. Par exemple, en se basant sur le thème qu'on a vu, c'est-à-dire la pollution des eaux de la Cépradoron, on peut faire ressortir quelques thèmes, par exemple les contrôles des eaux de baignade, les contrôles des eaux potables, la dépollution d'une eau contaminée, les contaminations des aliments, etc. Alors comment passer du sujet à la problématique? Je tiens à rappeler que la problématique est une question que se pose le grand public ou la communauté scientifique. Alors la problématique fait appel à un ensemble de questions partielles qu'il faut se poser. La problématique ne débouche pas sur une réponse immédiate, ni sur une réponse limitée à oui ou non. Une problématique doit mettre en jeu une argumentation. Elle doit exprimer une situation qui fait problème, donc cette situation qui incite à formuler des hypothèses.
Alors l'objectif du travail de recherche sera de valider ou d'invalider les hypothèses formulées. Alors pour pouvoir formuler une problématique, il faut au départ se poser des questions à propos du sujet. Par exemple du genre qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cela ne va-t-il pas? Quelles solutions sont proposées pour répondre au problème? Alors pour répondre à ces questions, il faut donc faire l'inventaire des sources d'informations disponibles sur le sujet. Il faut également sélectionner des documents dont le point de vue sont complémentaires et contradictoires. Il faut aussi noter correctement les références des documents sélectionnés. Il ne faut surtout pas accumuler trop de documents, mais procéder à une analyse critique afin de conserver les plus pertinents, en sachant bien que la problématique doit ouvrir une discussion, donc on répond par des arguments. Il faut être capable de montrer différents points de vue et de les argumenter. Et enfin, il faut dépasser les certitudes et avoir un regard neuf, d'accord, sur l'ensemble du sujet. Alors toutefois, il faut faire très attention de ne pas tomber dans le piège de la description d'un procédé ou d'une expérience. Elle n'entraîne pas une réponse limitée à oui ou non, mais peut mettre en jeu les arguments contradictoires. La réponse ne va pas de soi et pose problème. Donc là où les réponses à une problématique ne sont ni une définition, ni un catalogue, ni une démonstration, ni un exposé. Alors cherchez la documentation dans une bibliothèque. Donc, grâce aux progrès considérables réalisés dans le stockage et la gestion des données informatiques, cette recherche est devenue plus aisée de nos jours. Donc, si l'on sait utiliser les ressources documentaires existantes dans les bibliothèques nationales, universitaires ou spécialisées. Alors, la plupart de ces bases de données sont même parfois disponibles gratuitement sur le web, sur Internet. Alors la première étape, c'est la délimitation du sujet, qui est l'action de cerner le sujet, donc faire une liste des mots-clés concernant le sujet et de synonymes en sollicitant vos connaissances. Donc délimiter votre sujet, il s'agit de déterminer le contexte du sujet en l'interrogeant. Donc plus vous trouverez de mots-clés en rapport direct avec votre sujet, plus vous aurez de chances de rester le moins longtemps possible à la bibliothèque. Alors la deuxième étape, c'est la recherche des sources d'information. On se pose la question où? Donc dans les bibliothèques universitaires, les centres de documentation sur Internet. Alors où trouver les références? Par exemple dans les bibliothèques, dans les notes de pas de page, d'accord? Des livres ou des mémoires ou des thèses, dans les bibliographies en fin de chapitre d'un livre, dans les bibliographies en fin d'ouvrage, dans les lectures demandées par les enseignants. Donc il faut aussi penser à relever dans le corps du texte les débats évoqués et les auteurs cités. Alors la consultation sur catalogue, elle peut proposer différents types de recherches. Donc premier type, c'est la recherche par auteur. Donc si vous avez des références précises, cela ne vous posera pas de problème. Il y a aussi la recherche par titre. Donc il faut se renseigner auprès des bibliothécaires pour connaître leur fonctionnement. Il y a aussi la recherche par majuscule qui peuvent aussi faire varier les résultats de votre recherche. Donc faites plusieurs essais par sujet. Donc c'est là où les mots-clés entrent en jeu. Donc si votre sujet est bien délimité, vous éviterez de vous perdre dans une multitude de références du catalogue. Alors il est essentiel de noter les références. Donc ce n'est pas se contenter uniquement d'un auteur et d'un titre, c'est aussi inscrire la cote. Alors qu'est-ce qu'une cote?
Ça s'écrit C-O-T-E. Donc une cote est une étiquette collée sur un livre qui permet de le repérer. Alors les cotes sont rigoureusement codées. Elles sont le résultat d'une invention d'un Américain dénommé Melville Dewey. Alors il a réparti l'ensemble des connaissances en 10 grandes classes, en nombre de 10, qu'il a numéroté de 30 à 900. Donc 000 à 900. Alors comme on peut le voir sur la figure de Dewey, appelée la marguerite de Dewey, donc où il y a les 10 classes fondamentales de la classification Dewey. Donc chaque classe comprend des divisions et des subdivisions aussi nombreuses que nécessaires. Alors à côté de la cote, vous trouverez à chaque fois les premières lettres du nom de l'auteur. Vous pouvez vérifier à la bibliothèque de l'université à quoi correspond la cote en biologie, c'est-à-dire en chiffres. Alors la troisième étape, elle consiste à faire le tri, c'est-à-dire on doit faire une vérification. Donc il faut voir une vingtaine à une trentaine d'ouvrages, car il ne s'agit pas de se lancer dans des lectures non utiles pour votre sujet. Et pour évaluer la pertinence et la vérification d'un ouvrage que vous avez trouvé en rayon, il faut regarder plusieurs paramètres. Donc il faut voir la date de publication, si elle est ancienne ou nouvelle. Donc il faut toujours se pencher vers la nouvelle. Donc est-ce que le livre a-t-il été réédité ensuite, donc avec une édition récente? Est-ce que le sujet se prête à une source ancienne? D'accord, donc il faut toujours privilégier les sources récentes. Est-ce que le domaine d'expertise de l'auteur, c'est-à-dire son nom et sa qualification, vous dit quelque chose? Est-ce qu'il est connu? C'est qu'il a peut-être été cité dans d'autres livres et qu'il peut faire référence en son domaine. Dans la bibliographie, il faut vérifier les ouvrages qui sont répertoriés. Est-ce qu'ils peuvent vous aider à vous faire une idée rapide du contenu, surtout de sa fiabilité? Est-ce que l'introduction, la préface, qui bien souvent indique les objectifs de l'ouvrage, et à celui-ci s'adresse-t-elle directement dans le sens qui vous arrange? Donc il faut toujours voir le sommaire, c'est-à-dire au début du livre, ou la table des matières à la fin du livre. Et je vous remercie.